Pour introduire cette deuxième séquence qui va vous être présentée dans un instant en diapo, cette deuxième séquence intitulée Les contrepoints. Voilà. Donc, vous avez vu, on a travaillé voilà, déjà sur différents registres d'analyse et on a bien essayé de dire, enfin les intervenants sont aussi mis d'accord pour dire que tout ne s'est pas passé comme ça partout. Donc là, ce qu'on voudrait vous présenter dans cette deuxième séquence, et pour faire le pont avec la discussion de l'après-midi sur les figures émergentes des projets urbains, c'est vous présenter deux contrepoints à Caen et dans le Grand Paris. Et donc, je vais appeler nos deux intervenants suivants, Daniel Béard et Emmanuel Renard, à me rejoindre. Donc, sur ma gauche, Daniel Béard est professeur émérite d'urbanisme à l'École d'urbanisme de Paris et responsable scientifique de la plateforme POPSU Grand Paris, qui est donc la plateforme en partenariat avec la métropole du Grand Paris, avec laquelle nous co-organisons cette journée aujourd'hui. Donc, Daniel va nous parler du Grand Paris et de son projet Introuvable, peut-être. Et sur ma droite, Emmanuel Renard, qui est conseiller municipal à Caen, vice-président en charge de l'aménagement et du foncier à la communauté urbaine de Caen-la-Mer, et également président du pôle métropolitain Caen-Normandie Métropole, qui regroupe 6 EPCI, et dont Emmanuel nous dira peut-être un mot. Donc voilà, donc l'idée c'est de vous présenter ces deux pas de côté pour nourrir la discussion qui arrivera juste après, qui sera une discussion un peu transversale sur la matinée, avant qu'on parte tous déjeuner à 12h30. Et juste un point très pratique, puisque certains partiront peut-être, le déjeuner sera juste derrière, il faudra prendre un ascenseur. Tous ensemble, vous serez guidés pour monter au 6e étage pour ce déjeuner. Voilà, sans plus tarder, je passe la parole et la manette littéralement à Daniel. Et donc Daniel, tu vas nous parler de ce projet du Grand Paris en 2010. Mais donc déjà, qu'est-ce que c'était ce projet initial du Grand Paris? Alors Paris avec un S ou sans S, tu vas nous le rappeler. Et puisqu'on est ici à la Cité de l'Architecture aujourd'hui, ça va avoir un certain écho avec ce qui va être présenté en lien avec l'Atelier international du Grand Paris. Donc, peux-tu nous rappeler dans quel contexte politique et par qui ça a été lancé et finalement en quoi cette vision relève-t-elle d'un grand projet urbain? Oui, donc bonjour à tous. Oui, c'est un hasard tout à fait fortuit, mais en même temps très, très riche de sens que de faire ce séminaire ici, puisque certains d'entre vous le savent ou l'ont connu, mais le projet du Grand Paris, d'une certaine manière, a été lancé dans ce lieu même, avec le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy. Et donc, il y a une espèce de retour sur le lieu d'origine de ce grand projet qui n'en est pas un. C'est un peu ça la thèse que je voudrais développer, au sens où, finalement, y a-t-il aujourd'hui un grand projet urbain du Grand Paris? Pas vraiment, finalement, pas vraiment. C'est-à-dire que, je vais me mettre debout, c'est plus simple. À la fois, enfin, rappelez, juste, tu me demandais, Guillaume, juste un petit peu le moment initial, les années jusqu'à 2007, 8, 2010, au moment de la gestation de ce grand projet. On est sur quelque chose qui, à la fois est différent, évidemment, de tout ce qu'on a vu dans la table ronde précédente, et en même temps qui s'y apparente. C'est-à-dire que différent, c'est que ce grand projet émerge à l'initiative de l'État. Alors même si dans d'autres grands projets, je trouve que dans la table ronde précédente, on a un peu squeezé la dimension, les établissements publics d'aménagement, l'État, par exemple à Marseille, Euromède, etc. Mais je pense que vous en parlerez cet après-midi. Donc l'État était aussi présent dans les autres grands projets, mais en tout cas, il n'était pas central, comme il est là sur le Grand Paris, puisque l'initiative revient à l'État, ce qui quand même distingue assez fortement des autres. Et en même temps, très vite, la volonté de l'État quand il lance le projet du Grand Paris, je ne parle pas du grand projet urbain, mais le projet du Grand Paris, qui est un projet d'État. Il faut toujours rappeler que le projet du Grand Paris, c'est un projet pour la France, c'est pas un projet pour le Grand Paris. C'est un projet pour garantir davantage la place de la France dans le monde. Et bien, ce projet pour la France,
nécessite une incarnation physique, et on va voir très vite, et c'est ce que j'ai essayé de développer là rapidement, c'est qu'on a besoin d'un grand projet urbain. Hein, et donc, et c'est là qu'on retrouve, je dirais, les ingrédients dont parlait Xavier tout à l'heure, hein, la plupart des grands projets urbains qu'on va retrouver peu ou prou ici, hein, avec l'idée, hein, le besoin d'un atterrissage, si je puis dire, physique, hein, géographique du grand projet, d'une incarnation, d'une incarnation par justement ce que rappelait Gilles, hein, une maîtrise d'ouvrage. Enfin, on est à la recherche de ça, hein, une maîtrise d'ouvrage. Les grands architectes, puisqu'on va lancer la première façon de faire atterrir le projet du Grand Paris, ça va être l'atelier international Grand Paris confié à des architectes. Donc on voit bien, hein, cette dimension-là. Et puis on retrouve dans l'atterrissage géographique quelque chose qui ressemble à ce qui a été dit, hein, sur la péricentralité, hein, enfin la reconquête des centres tout à l'heure et la péricentralité, puisque en fait très vite, hein, quand on va parler du Grand Paris, l'atterrissage, c'est ce que vous rappeliez les uns les autres tout à l'heure sur la Seine-Saint-Denis, hein, qui est tout de suite le lieu où il faut faire atterrir ce grand projet. Ou plus largement, on va retrouver, hein, la notion de fleuve, de port, etc., avec la Seine. Hein. Donc on voit bien qu'il y a une résonance, hein, entre ce qui sont les ingrédients qui sont posés au départ et tout ce qui a été évoqué, pour le dire comme ça, dans la première table ronde. On a une continuité. Et en même temps, donc, ce grand projet attendu, si je puis dire, souhaité, la thèse que je vais développer là, mais qui est une espèce d'évidence, hein, c'est que ce grand projet, on ne va pas le trouver et on ne l'aura jamais sur le Grand Paris. Et c'est le paradoxe, hein, c'est que c'est l'endroit où sans doute la commande politique, je dirais, nécessite cet atterrissage sous forme de grand projet urbain. Et c'est en même temps la métropole où on ne va pas trouver les configurations de ce grand projet urbain, et c'est en gros ce que je voudrais développer là. Alors, la première tentative, la première incarnation, c'est donc l'atelier international du Grand Paris, avec l'idée que finalement, enfin, je le relis comme ça rétrospectivement, c'est sans doute le moment où on est dans la plus grande continuité avec ce qu'on a évoqué précédemment. C'est le moment où, évidemment, hein, Paris, c'est pas Nantes ou Marseille, je le dis de manière provocatrice, mais c'est la capitale. Donc, il faut faire un plus grand projet que les grands projets des grandes capitales régionales, mais en même temps, c'est un grand projet comme les autres. On voit bien, donc d'abord, c'est la place de l'architecte lui-même, et puis ce que je viens de dire, les territoires délaissés, etc. Et j'ai donné simplement, il y avait 10 équipes, hein, pour ceux qui s'en souviennent. Je vais simplement en citer 3 très rapidement, parce que je pense que c'est celles qui ont sans doute été plus, je dirais, dans cette conception du grand projet, parce que ce sont des équipes françaises, parce qu'elles étaient liées aux autres grands projets en région, etc. Roland Castro, avec qui il faut ici rendre hommage, parce que c'est cette question du grand projet urbain sur le Grand Paris, j'y reviendrai à la fin, c'est sans doute celui qui a tenu le plus, tout au long de au moins 30 ans de carrière, cette hypothèse-là. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire le Grand Paris sans un grand projet urbain. Et donc Roland Castro, vous connaissez, hein, j'ai la beauté pour le peuple, hein, c'est cette idée de l'égalité sociale et politique par l'égalité territoriale, et donc l'incarnation par ces images, de transfert des ministères en Seine-Saint-Denis ou en banlieue plus largement, où là, à gauche, l'image de Sidney, l'opéra, hein, au port de Gennevilliers. Donc vous voyez bien, hein, là on est vraiment sur le registre du grand projet urbain. Le deuxième qui est un peu différent, c'est, tu en as parlé, Antoine Grumbach et le grand projet, alors là vraiment le méta-grand projet, hein, puisqu'on est sur l'ensemble de la vallée de la Seine, et on est bien dans la représentation de l'époque, c'est-à-dire de la ville-monde, hein, c'est-à-dire la question c'est comment le Grand Paris pèse à l'échelle internationale, mais par l'aménagement urbain. C'est-à-dire on reste, hein, sur... même si là, l'image qui a été beaucoup véhiculée, c'est le plan de transport, faire comme s'il y avait un métro, hein, du Grand Paris dilaté jusqu'au Havre. Mais derrière ça, on est bien sur une logique d'aménagement urbain. On y reviendra à la fin, puisque c'est ça ce qui va largement changer. Et puis le troisième que j'ai cité là, c'est Christian de Porzampar, hein, avec la notion de rhizome métropolitain. Donc on a une approche un peu plus systémique, pour le dire comme ça, mais qui renvoie exactement à la même chose, parce que cette image, vous voyez, c'est le déplacement des deux gares
du nord et de l'est, sur le périphérique, vers la Seine-Saint-Denis, accroché à un métro en rocade qui, lui, il ne le voyait pas comme il est aujourd'hui, mais il le voyait sur le périphérique. Mais vous voyez bien, c'est la reconquête du périphérique, de la Seine-Saint-Denis. On est vraiment, avec cette image-là, avec quelque chose qui résonne avec ce qu'on a évoqué précédemment. Je pense que, si vous êtes d'accord avec cette relecture, c'est qu'on est en gros dans cette séquence-là, dans une forme démultipliée, agrandie, mais qui ressemble aux grands projets urbains qu'on a dans les grandes villes françaises à l'époque, enfin précédemment. Et puis, vous le savez, ces grands projets urbains portés par les architectes ont servi davantage, je dirais, à la prise de conscience de l'enjeu métropolitain, de l'enjeu du Grand Paris, du changement de regard, et ça a très bien fonctionné. C'est le moment où l'énoncé Grand Paris prend par ces images, etc. Donc on a une fonction, et qui était sans doute une des fonctions attendues, qui n'est pas l'atterrissage opérationnel, mais le changement dans les représentations collectives. Et le terme du Grand Paris va, dans cette période-là, atterrir au point qu'on va avoir des agences immobilières du Grand Paris, enfin toute une série d'acteurs privés, des journaux du Grand Paris, etc., qui vont se mettre en place. Et puis, mais en même temps, finalement, ce n'est pas le projet que la puissance publique, je le dis de manière générique, va retenir, en fait, parce qu'on a au même moment, à l'issue de ça, un projet d'État qui va sortir et qui est là la traduction opérationnelle de l'intention d'État, qui est, alors, pas tant le métro, je vais y revenir, ce sont les clusters. C'est-à-dire que la grande figure sur laquelle l'État va vouloir faire atterrir le projet du Grand Paris, c'est dans les trois fils de l'enjeu politique. L'enjeu politique, encore une fois, c'est la place de la France dans le monde, au travers de sa seule région, de sa seule ville-monde. C'est donc de polariser le développement autour de clusters thématisés. Donc vous en avez l'image là. Le cluster aéronautique du Bourget, la Pleyel et le cluster de la création, Saclay, qui est sans doute celui qui va être le plus mis en avant puisqu'il va être opérationnalisé via un établissement public dédié de l'État. Et donc on a cette figure-là, c'est-à-dire qui est complètement différente, là, pour le coup. La figure du grand projet n'est plus la figure simplement de la dilatation des grands projets tels qu'on les voyait en région. On a une autre configuration, une autre intention politique. Ce sont des projets d'abord tournés vers le monde et à fonction d'abord économique. Alors, ces projets-là, ils sont censés être portés, je viens de dire, et advenir. Et en même temps, ce qu'on va voir très vite, c'est qu'ils vont disparaître, en tout cas, s'atténuer, leur place dans l'agenda politique va s'atténuer. Et quand on regarde 10-15 ans après ce qu'il en est advenu, on voit bien qu'on n'est plus à l'échelle de grands projets urbains ville-monde. On est dans une espèce de relocalisation, si je puis dire, de ces grands projets. Et même le plus important, Saclay, dont je disais qu'il était porté par notre PA, donc il est porté aussi, rappelez-vous, ou en tout cas par un acteur tout à fait singulier qui est Pierre Vels. Pierre Vels, chercheur et en même temps directeur de la mission Région Capitale, qui va porter ce projet, pour le porter comme un morceau de ville, complètement, je dirais, c'est la version, la nouvelle génération des villes nouvelles qu'il imagine, plus centrée sur l'économique, mais vraiment comme un morceau de ville, et dont on voit, c'est un peu une caricature, mais les deux images, vous voyez, le morceau de ville et ce qu'il en advient aujourd'hui, qui est finalement la continuation, si je puis dire, de l'urbanisme scientifique à la soviétique qu'avait porté le CEA dans les années 50. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a aujourd'hui sur Saclay, sur le plateau de Saclay proprement dit, on a une relocalisation d'un certain nombre de grandes écoles et de centres de recherche essentiellement publics, EDF, Supélec, etc. Et donc, on est dans la continuité de la configuration de l'Île-de-France. On n'est pas dans la transformation métropolitaine et la création d'un cluster. C'est encore pire pour les autres, puisque, si je puis dire, ça c'est une des images initiales du projet sur Pleyel, vous voyez, avec la tour Pleyel à droite et puis un nouveau quartier autour de Pleyel proprement dit. Mais là, tu en parlerais beaucoup mieux que moi, Jean-Louis. Je suis frappé par ce qui est dit aujourd'hui par les acteurs locaux de Pleine Commune,
avec l'image de la post-JO du quartier de Pleyel, qui est vendu comme le back-office hôtelier de Paris, et qui est revendiqué en tant que tel. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui la fonction métropolitaine de Pleyel, affichée par les acteurs, c'est celle-là. Donc vous voyez l'atterrissage, la relocalisation, si je puis dire, du grand projet Ville-Monde. Et alors c'est décrescendo, si je puis dire. Bon. le Bourget. Le Bourget, l'image initiale portée par Christian de Porzampar, de la cité aéronautique, vous voyez, voilà. Et la réalisation d'Elisabeth de Porzampar, je suis un peu méchant, de la gare RER, c'est une gare RER de banlieue, quoi, vous voyez. Donc on passe d'un cluster mondial à une gare RER de banlieue, quoi. Donc, vous voyez, voilà, l'atterrissage. Bon, comment ? C'est une belle gare. C'est une belle gare. Je dirais rien contre Elisabeth de Porzampar. Je me permettrai pas. Et donc, vous voyez, finalement, la deuxième séquence, qui est sans doute la séquence la plus ambitieuse du grand projet urbain, très spécifique, etc., on y reviendra, qui est finalement pas vraiment portée par l'État et qui va se diluer et complètement se relocaliser. Et puis, alors, il y a une troisième, enfin, deuxième, mais c'est une troisième séquence, c'est le grand projet urbain d'exception, c'est GPU égale GPE. Et ça va devenir, c'est sans doute ça qui est la réalité de la figure grand parisienne, si je puis dire, du grand projet urbain. C'est le moment de la loi de 2010, de l'accord entre l'État et les collectivités locales, où ce qui devient le levier de l'aménagement du Grand Paris, c'est le métro, effectivement. Exit, si je puis dire, les clusters, et c'est le métro tout seul qui est l'outil de l'aménagement, le levier de l'aménagement. Je vous rappelle l'article 1 de la loi sur le Grand Paris avec le métro, qui est quand même un article, moi je trouve exceptionnel par l'ambition qu'il affiche, la totalité. Enfin, on est quand même dans une formulation, enfin je vous laisse la relire, mais c'est le grand projet total, quoi. C'est le métro va tout faire, quoi. Vous voyez, le métro couteau suisse du Grand Paris. Donc on a une loi d'exception, on a deux opérateurs d'État exceptionnels qui vont se charger de ça, qui vont se charger du grand projet, j'insiste. La Société du Grand Paris, ses statuts la définissent aussi comme une société d'aménagement. Et donc elle est censée porter ce grand projet dans sa dimension aménagiste. Et la transformation de l'outil historique de l'État d'aménagement du Grand Paris, des villes nouvelles, la FTRP, qui devient un Grand Paris Aménagement, et qui est censé aussi porter ces grandes opérations. Et enfin, une procédure aussi, enfin, vous voyez, on a vraiment l'ensemble du dispositif avec une procédure d'aménagement qui est tout à fait exceptionnelle, enfin, qu'on a tous oublié parce qu'elle a disparu du paysage, mais qui à l'époque était, il y a même pas 15 ans, 2010-2011, la loi, oui 2010, c'était le contrat de développement territorial qui est un outil extraordinaire quand on le regarde, puisque à tout point, puisque c'est à la fois une procédure d'aménagement dérogatoire au droit commun qui vient supplanter le SDRIF, le PLU, etc. Et en même temps, c'est une procédure d'exception qui est contractualisée entre l'État et les collectivités. C'est un ovni D'ailleurs, les juristes, pendant 3 ans, se sont arrachés les cheveux. Ils ne comprenaient rien, quoi. Qu'est-ce qu'on fait avec un outil pareil, quoi, vous voyez ? Mais donc, on est vraiment dans la configuration d'un ensemble de dispositifs pour tenir un grand projet d'aménagement. On est là dans l'atterrissage, grand projet urbain, comme on en a parlé tout à l'heure, mais avec un outillage d'exception. Outillage d'exception qui va pas donner grand-chose. Les CDT vont devenir très vite des instruments de programmation de belles intentions à l'échelle intercommunale et pas du tout un outil d'aménagement. La Société du Grand Paris va se cantonner son activité d'aménagement à être copromoteur immobilier d'opérations, je dirais, de 50 logements, quoi, en moyenne. Voilà, donc on va complètement changer de registre. Et Grand Paris Aménagement ne va pas être capable de sortir à l'inverse, la SGP va se micro-localiser et Grand Paris Aménagement va rester à grande échelle, c'est-à-dire l'échelle de Orsa, Orly-Saint-Amand, enfin, l'échelle de la méta-réflexion, je veux dire, avec des opérations pointillistes, mais pas la capacité à peser réellement sur l'aménagement.
Et du coup, ce qu'on va voir, c'est que, ça c'est l'intention initiale, dont on voit le grand projet systémique, si je puis dire, hein, d'aménagement. Là, c'est la carte de la programmation dans le CDT, vous voyez, à l'époque, hein, en 2013. Vous voyez que c'est massivement le nord-est de la région parisienne qui est ciblé, et pas l'ouest, hein, le nord-est et le sud-est, avec une programmation qui est centrée sur le rééquilibrage économique du Grand Paris, sur vraiment la tertiarisation, hein, de ce que tu disais, les territoires ex-industriels, etc. 10 millions de mètres carrés de bureaux qui sont programmés dans les CDT. Je ne sais pas si vous voyez l'échelle, hein, à laquelle on imaginait. Et puis alors là, c'est un peu méchant, c'est la carte aujourd'hui de ce qui a été réalisé sur le métro du Grand Paris. Je trouve que la carte est extrêmement frappante, elle dit deux choses. Hein. C'est que tout s'est passé à l'ouest, hein, et que tout ce qui s'est passé, c'est... le bleu, c'est l'activité, le orange, c'est le résidentiel. Tout ce qui s'est passé à l'ouest, c'est essentiellement l'activité qui s'est polarisée au nord-ouest, c'est-à-dire les boucles de la Seine. Hein, et à l'est, il n'y a pas d'activité et même pas beaucoup de résidentiel, finalement. Hein. Donc on est dans un grand projet qui a totalement avorté, hein, du point de vue de l'intention macro-territoriale, si je puis dire. Hein. Et même sur la question de la densification urbaine et de du développement résidentiel, moi je dis d'une manière un peu provocatrice, le grand projet, c'est la loi Allure. C'est-à-dire ce qui a transformé le paysage de la région parisienne, c'est le fait d'avoir libéré les COS et la densité. Et vous voyez que la transformation massive de la région parisienne, c'est celle-là, c'est 110 000 logements dans le tissu pavillonnaire de la première couronne en 10 ans. C'est là que ça s'est passé, et c'est comme ça que ça s'est passé, c'est pas par les grands projets urbains. Et vous voyez même là ce petit schéma sur les communes d'assiette du Grand Paris, où on voit que même sur les communes d'assiette, il n'y a même pas un tiers de la production qui s'est faite dans les quartiers de gare, l'essentiel s'est fait hors des quartiers de gare. Donc la transformation urbaine du Grand Paris s'est jouée en dehors de ce qui était pensé comme le projet urbain du Grand Paris. Alors, il y a une petite parenthèse que, juste par plaisanterie, je vous rappelle, c'est qu'il y a eu une espèce de résurgence, si on fait la chronologie, du projet du Grand Paris à la toute fin de cette période, hein, en 2015. Il y a une conjonction politique, hein, Claude Barthelode, ancien président du département de la Seine-Saint-Denis, à l'Assemblée nationale, enfin avec voilà, la configuration autour de la gauche qui se reconstitue. Et vous voyez, Roland Castro relance le grand projet urbain, c'est une espèce de chant du cygne, si je puis dire, du grand projet urbain, avec cette image extrêmement symbolique, hein, du Central Park à la Courneuve. Et vous voyez la tribune qui titre « Le Grand Paris tient enfin son grand projet urbain ». Je trouve que le titre pour notre table ronde était quand même assez intéressant. Et on évoque même, enfin, les rumeurs de couloir nous disent que François Hollande réfléchissait au transfert de l'Élysée à la Courneuve, hein, dans cette période-là. Donc on est quand même... Voilà, bon, c'est juste une parenthèse. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ça va tout de suite tomber. Et madame, là, ce qui va tomber, c'est que les élus locaux et la population vont se rebeller. Et là, on va avoir tout de suite un effet de résistance autour des questions environnementales, très clairement, hein, sur la densification du parc de la Courneuve. Donc, et alors, donc maintenant, tu viens de nous présenter un certain nombre voilà, d'échecs ou de décalages forts entre les intentions et les résultats. Et donc, qu'est-ce qui peut expliquer que finalement, ça ne s'est pas fait? Pourquoi il n'y a pas eu ce grand projet? Je n'ai pas une explication. Je vous livre au débat. Enfin, je trouve que c'est assez intéressant d'en débattre ensemble. Le premier type d'explication qu'on pourrait avoir, ça renvoie au séquençage que nous a proposé Gilles tout à l'heure. L'émergence du Grand Paris, c'est 2010, c'est à la fin même de la séquence, j'ai trouvé intéressant qu'il nous arrête sa séquence de, comment dire, l'innovation dans l'aménagement par les grands projets urbains en 2010. Il parlait tout à l'heure, hein, de la période où après on déroule. Bon. Le grand projet urbain sur le Grand Paris, il arrive à ce moment-là, au moment où ailleurs on déroule, quoi. Donc, est-ce qu'une première facteur d'explication, c'est celui-là? C'est-à-dire que les vraies tentatives, peut-être, qui n'ont pas abouti pour des raisons de gouvernance, c'est plutôt celles qui se sont passées, que tu as évoquées, Jean-Louis, sur la Seine-Saint-Denis, autour de Pleine Commune, avant, qui est, elle, concomitante de cette séquence-là. Bon. Première question, quoi. C'est l'explication la plus basique, hein, ça arrive trop tard, quoi.
Ça arrive trop tard. Après, moi, je pense qu'il y a toute une série d'explications sur la gouvernance, mais pas simplement sur l'effet de l'État, etc. C'est-à-dire que si on fait le lien avec ce qui a été dit dans la précédente table ronde, la difficulté intrinsèque à la gouvernance du Grand Paris, au-delà de l'absence d'institutions à la bonne échelle, comme on dit toujours, etc., du poids de l'État, etc., c'est aussi la difficulté à organiser la gouvernance collective avec l'ensemble des acteurs. C'est ce qui a été évoqué tout à l'heure. C'est Jean-Louis, je crois, qui disait ça, ou Johan, le port, l'université, etc. Toutes ces configurations qui font le grand projet, vous remarquerez qu'on n'en a pas parlé, quoi. Ils sont dans le Grand Paris. L'incapacité collective à mobiliser le système d'acteurs pour basculer de leurs fonctions spécifiques à une vision globale de l'aménagement est évidente, quoi, est patente. Et puis, bon, voilà, la troisième type d'explication, encore que, parce que vous voyez que quand même ce qui a été posé et par les clusters et par le métro, c'est une conception systémique de l'aménagement. Donc la question de l'échelle, c'est à quelle échelle on peut peser sur un système aussi complexe que le Grand Paris. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des tentatives, je trouve, pour essayer de traiter cette question, mais qui elles-mêmes n'ont pas abouti. Donc c'est un peu ça ce que je vous livre, et peut-être qu'on peut lire ça encore, juste, je termine là-dessus, pour faire le lien. Là, je faisais le lien avec la table ronde de tout à l'heure, maintenant avec la table ronde de cet après-midi. C'est qu'est-ce qu'on observe quand même comme signaux, c'est pas que des signaux faibles, mais comme signaux plus discrets de transformation du Grand Paris aujourd'hui. J'en vois au moins deux qui posent deux objets concrets qui posent des perspectives intéressantes. Le premier, c'est qu'on s'est tous focalisés sur le cluster numérique de Saclay, pendant que ce qui bouge réellement à l'ouest de Paris, c'est Satory. C'est Satory, vous voyez, c'est toute la grande zone militaro-industrielle proche de Versailles, où là, on a des transformations réelles qui ne sont pas là où, en gros, au mieux, on va faire 1500 logements familiaux, comme on dit à Saclay. Vous voyez, on est à 15 000 nouveaux habitants sur Satory. On est dans la prolongation de Versailles, donc là, ça explique la position urbaine, mais derrière ça, c'est aussi le projet économique. Le projet économique, ce n'est pas un cluster dirigé vers la ville-monde, c'est la relance du complexe militaro-industriel. C'est un projet d'aménagement au service de la réindustrialisation de l'Île-de-France, si je puis dire. Et là, il se passe des choses. Voilà, donc premier repérage, et puis le deuxième, c'est ce qu'on va voir cet après-midi, donc je n'en parle pas plus, mais c'est comment on passe du projet de Grande Bague d'aménagement de la vallée de la Seine à une autre perspective, qui est la décarbonation de l'industrie, c'est-à-dire comment faire système, transformer ce système dans une logique qui est une logique nationale, là, plutôt que mondialisée d'emblée comme elle l'était avec le port. Donc on est, vous voyez, il me semble qu'il y a, derrière l'absence de grands projets, il y a aussi des façons de penser l'aménagement qui sont en train de se renouveler sur le Grand Paris. Et du coup, voilà, juste pour terminer, c'est quels sont les ingrédients aujourd'hui qu'on observe. Vous voyez, Satory, c'est le retour de la question de l'économie productive dans l'aménagement, Satory comme la vallée de la Seine, la question de la transition écologique, la question nationale, c'est-à-dire qu'on voit très bien que quand on parle complexe militaro-industriel, du coup, ce n'est pas le Grand Paris tout seul, et c'est l'ouverture de la France, ça c'est assez notable, c'est-à-dire que on ne l'a pas évoqué dans la table ronde de tout à l'heure, mais il y a quand même une correspondance temporelle, parce qu'on parlait de temporalité, entre le moment des grands projets urbains et l'affirmation des grandes métropoles françaises, je dirais, contre ou indifférentes à Paris, et réciproquement. C'est-à-dire que le Grand Paris s'est construit en ignorant totalement ce qui se passait dans les grandes métropoles régionales. Et il me semble qu'aujourd'hui, il y a des deux côtés une amorce d'ouverture. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait dans les grandes métropoles régionales dans le rapport à Paris, c'est-à-dire ce rapport à Paris qui était complètement instrumentalisé mais implicite, c'est-à-dire le moteur de Marseille, c'est quand même l'exode, si je puis dire, des Parisiens. Ça, tous les Marseillais et tous les acteurs de l'aménagement le savent, mais on fait sans le dire, quoi. Et là, c'est en train de changer, me semble-t-il, et c'est en train de changer aussi sur le Grand Paris, en tout cas sur l'économie productive. Voilà les hypothèses que je propose. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Daniel, pour ce premier contrepoint pas très loin de chez nous.
Et maintenant, je me tourne donc vers Emmanuel et on va partir un petit peu plus loin à l'ouest, le long d'un beau projet. Alors un beau projet qui a priori avait tout du grand projet urbain et qui finalement n'a pas eu lieu. Et donc, est-ce que on pourrait savoir, Emmanuel, quelles étaient voilà, ses intentions initiales, ce grand projet initial dans sa localisation, ses caractéristiques et puis un peu son processus opérationnel? Je ne sais pas, ça marche? C'est bon? Sinon je parle fort. J'ai l'impression vraiment d'être le petit pousset aujourd'hui face au Grand Paris, à Marseille, à Lille, à Lyon, à Nantes. Mais je prolonge votre week-end de la Pentecôte en vous ramenant en Normandie pour 30 petites minutes. Voilà, bienvenue. Je pose un petit peu la géographie et la question aussi, enfin, en même temps aussi des enjeux d'ailleurs de gouvernance dans la question des échelles territoriales, qui va être une des problématiques que je vais aborder. On est donc dans le département du Calvados. On a effectivement, d'un point de vue institutionnel, la communauté urbaine de Caen-la-Mer qui fait 276 000 habitants, avec la ville de Caen qui fait un petit peu plus de 100 000 habitants. Et puis, on a donc un pôle métropolitain qui regroupe la communauté urbaine et puis 5 autres PCI. Ce pôle métropolitain, alors, en fait, on a la communauté de communes du Pays de Falaise, mais je vais l'exclure quelques minutes, puisque les missions principales, en fait, du pôle ne concernent que les autres EPCI pour porter le SCOT, un plan climat air énergie territorial. En revanche, on partage un projet alimentaire territorial et puis un programme leader avec la Comcom du Pays de Falaise. Je vous dis ça parce que le sujet va tourner aussi autour de la question de l'Orne, et l'Orne est un fleuve et qui coule comme ça vers le sud, donc il y a ce petit rapport. Vous avez là, pour être un peu plus dans l'ambiance et voir quand même la mer, Caen, parce qu'en fait on l'oublie, mais Caen était à l'origine le fond d'estuaire de l'Orne. C'était un fond d'estuaire, qui était d'ailleurs ici ce qu'on appelle ici la zone de la Prairie, qui est un hippodrome, mais qui est en plein cœur de ville. Hein. Vous avez, alors je ne sais pas si le truc va marcher ou pas. Ah oui, si, voilà, c'est là. Oups là, pardon. Voilà. L'Orne, en fait, enfin ici vous avez ce qu'on appelle le canal, qui est un canal qui a été créé par Napoléon, voilà, c'est évidemment très artificiel, pour pouvoir faciliter en fait la navigation qui avant se faisait sur l'Orne. Et au XVIIIe siècle, on avait, moi j'habite en face de l'église Saint-Pierre qui est en plein centre-ville, j'allais dire en bas de chez moi, mais il n'y avait pas de chez moi à l'époque, mais il y avait des bateaux. Voilà. Et puis après, évidemment, la navigation sur l'Orne était de plus en plus compliquée. Et pour la faciliter, parce qu'il y avait tout le développement économique, l'économie productive qui se développait, ce canal a été créé. Mais on a en parallèle ici l'Orne, le fleuve de l'Orne qui se jette ici dans l'embouchure. Vous avez ici la commune de Merville-Franceville, plus loin vous avez Cabourg, et ici vous avez la commune de Ouistreham où on a une liaison transmanche ferry avec l'Angleterre. Et donc, on a sur tout cet espace ici, entre le canal et l'Orne, ce qu'on appelle en fait la presqu'île. Or plutôt, là on est vraiment en embouchure estuarienne, là on est plutôt sur des espaces d'activité agricole avec quelques activités économiques. Là ici, plutôt pas mal d'activités économiques, on a juste quand même une petite usine qui s'appelle Renault Trucks avec 2000 emplois, des activités industrielles ou portuaires, ça descend, c'est un petit peu plus... open field, et puis avec quand même quelques activités. Puis là, on rentre dans ce qui était aussi, enfin, des activités, et marché de gros, des activités, là encore aussi industrielles ou portuaires. Et puis, on arrive ici, vous avez le port de plaisance de Caen, et là, ça a été aménagé en logement, activités, équipements publics. Et puis, on aura ce qui va nous concerner ici, la ZAC. Ce territoire-là, vous l'avez sur la carte de droite, fait l'objet en fait d'un plan de prévention des risques multiples, à la fois inondation, submersion, risques littoraux.
Là, c'était juste pour vous montrer sur ces deux cartes, effectivement, par rapport à la compréhension, parce que la question, en fait, de l'échelle qui est évoquée tout à l'heure, on va l'avoir, nous, de double manière. C'est-à-dire à la fois à quelle échelle spatiale il faut d'ailleurs réfléchir et quelle échelle temporelle par rapport aux problématiques climatiques. Donc là, ça vous montrait, en fait, tous les points, c'est les grandes zones d'activité économique. Donc on voit bien qu'on a une presqu'île, quand même, où il y a effectivement de l'activité. On a aussi une station d'épuration, on a des dépôts pétroliers, bref, un certain nombre de choses. Et là, vous avez un certain nombre de ZAC, et donc on a la ZAC qui nous concerne. Une ZAC, une friche industrielle-portuaire en plein centre-ville, quel bonheur dans un contexte de ZAN. Vous vous en doutez, bien évidemment. Donc 35 hectares, on se régalait à l'avance. Et donc, depuis les années 2010, pendant presque 10 ans, a été réfléchi un projet pour faire un nouveau quartier de Caen, donc avec une visée d'environ 2300 logements, 30 000 mètres carrés d'activité, et vraiment penser, alors on est toujours, enfin voilà, ça fait bien de le dire, mais comme un quartier de demain, mais ça se voulait vraiment vertueux, c'est-à-dire que, alors on était déjà même dans les modes de faire sur des plateformes de gestion des terres pour la dépollution, parce qu'on est sur un site évidemment très pollué, mais sur place, pour faire le maximum de dépollution sur place pour éviter les transports. On était sur une priorité majeure aux mobilités douces, pas de stationnement de surface, ni d'ailleurs en sous-sol, parce qu'il y a de l'eau un peu en dessous, et donc avec des parkings silos, très végétalisés, on gardait des traces, enfin des formes urbaines variées, une grande mixité sociale, beaucoup de végétalisation, donc 10 années de travail préparatoire, à peu près 80 millions d'euros de dépenses d'aménagement prévues, et une contribution de la communauté urbaine d'environ 20 millions pour atteindre l'équilibre. Voilà donc ce projet, et on avait même travaillé aussi avec les promoteurs, parce que comme on portait un certain nombre de partis pris, et que c'est eux après qui allaient bénéficier de l'attribution de macro-lots avec des architectes pour pouvoir réaliser les programmes, on voulait vraiment qu'ils s'imprègnent en fait de l'état. Donc on a travaillé avec eux, on a fait des ateliers, et on est allé jusqu'à faire donc un livre blanc. Voilà ce projet. Et donc tu en parles au passé. Donc qu'est-ce qui s'est passé et effectivement. Pourquoi justement en parler au passé et où en est-on? J'oubliais évidemment, parce que sinon vous allez me poser la question, donc j'anticipe, parce qu'il va s'agir d'une histoire d'eau. L'eau, évidemment, elle avait été prise en compte. Et d'ailleurs, dans les principes d'aménagement, on était fondé sur des principes de transparence hydraulique. Le mandataire du BE qui a accompagné pendant de nombreuses années la communauté urbaine, c'est MRVD, chaque fois je me trompe, c'est MRVD ou oui, je crois, voilà, qui sont aux Pays-Bas, donc en fait, ils connaissent un peu la question de l'eau, quoi, hein. Il était un peu sensible. Nous, on le savait, hein, on a quand même, il y a un canal, il y a l'Orne, et puis il y a un plan de prévention des risques multiples. En juillet 2003, on avait toutes les autorisations de loi sur l'eau, toutes. Vraiment, tous les feux étaient ouverts et on devait signer, en fait, l'attribution des premiers macro-lots. Au printemps 2023 est sorti... Alors ça, pardon. Là, vous avez quand même, pour vous visualiser, ça c'est la ZAC actuelle, enfin dans son état. On a un petit peu, enfin un club nautique ici. On a un quai où il y a quelques croisières, hein, des petites croisières type Ponant, une vingtaine qui débarquent chaque année. Là, il y a un marché de gros qui a été détruit depuis. Donc en fait, c'est vraiment toute cette zone-là sur du foncier public. À part ici, c'est encore des entreprises. Enfin, c'est devenu une zone humide. Puis là, ici, c'était plutôt construit. Mais en gros, la ZAC fait tout ça, quoi. Voilà, si vous voulez. Donc ça fait quand même une jolie surface. La gare de Caen est là, hein, et le centre-ville, il est juste là. Donc vraiment, vous voyez la géographie. Là, vous avez une photo de ce que ça aurait pu être, et vous avez un plan sur l'avant-projet du quartier. Donc je reviens au printemps 2023. Vous avez le rapport du GIEC qui sort, et vous avez le rapport du Haut Conseil pour le climat, qui montre qu'en fait, comme d'habitude pour les rapports du GIEC, le scénario... le scénario pessimiste précédent devient le scénario optimiste, enfin bon, etc., etc. Non, j'ai dû me tromper d'ailleurs dans le sens, mais enfin bon, c'est l'inverse, voilà. Enfin bref, à chaque fois, on monte d'un cran. Or, le plan de prévention en fait des risques multiples était basé même pas sur le rapport du GIEC précédent, sur celui d'avant. C'est-à-dire qu'on était dans le scénario de référence du PPRM sur une élévation de 20 cm et à 100 ans, 60 cm, à 100 ans.
Et on n'est plus là, puisque vous savez qu'aujourd'hui, on est sur des bases en fait d'élévation du niveau de la mer qui sont à 1 mètre aux alentours effectivement de 2100. Ça peut être un peu avant, ça peut être un peu après. C'est une incertitude, mais la seule certitude qu'on ait, c'est qu'il y a élévation du niveau de la mer et que c'est une trajectoire qui n'est pas prête de s'arrêter, même si toutes les meilleures volontés du monde permettaient d'arriver au zéro, à la neutralité carbone. De toute façon, le paquebot de l'élévation est lancé. Donc, on était tranquille, on avait pris des marges nettement supérieures même au plan de prévention des risques multiples. Mais, en France, qu'est-ce qui se passe? Dans les plans de prévention, on raisonne en risque. Déjà, il faut appeler d'arrêter les plans qui concernent l'inondation et la submersion, des plans de prévention des risques, parce que ce sont des plans d'adaptation à des certitudes. C'est ça la question. Vous voyez, ce sont des certitudes, ce ne sont plus des risques. Ce n'est pas le risque qui peut arriver une fois tous les 100 ans. On n'est pas sur une question de probabilité. Ça change complètement la donne. Et en plus, le PPRM sur lequel on était, il vous met d'un côté l'inondation, de l'autre côté la submersion, et il ne croise jamais. Sauf que le territoire, lui, il peut vivre dans la même journée, et l'inondation, et l'élévation du niveau de la mer. Puis on a eu une bonne surprise, mais qui est arrivée 1 an plus tard. Donc avant, on regardait le ciel, voilà, avec la pluie qui tombait. Après, on nous dit qu'il faut regarder aussi en face parce que vous avez l'eau de la mer qui monte. Maintenant, vous avez une troisième surprise, ce sont les nappes phréatiques qui remontent. Et donc, une étude qui a été faite avec remontée des nappes phréatiques plus salinisation. Merci, comme ça, le package est complet, c'est super. On est bien pour faire nos projets et décider de l'action publique. Bref, c'est le directeur de la Société publique locale d'aménagement qui était en charge de la ZAC. En fait, ça le titillait. Et ça l'a vraiment beaucoup titillé au moment de la sortie du rapport du GIEC, c'est de dire, mais en fait, on n'a pas de vision du quotidien du territoire face à l'élévation du niveau de la mer et en prenant en compte la question des marées. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Et donc, il a demandé à Sogeti, c'était la première fois d'ailleurs qu'on lui demandait ce type d'exercice. Et vous avez là la production de 4 cartes qui prend l'hypothèse d'une élévation à 1 mètre du niveau de la mer avec les différents coefficients de marée. Là, c'est la situation en fait la plus courante, mais c'est quand même 100 jours par an où vous voyez que ça déborde quand même. Et ici, là, on est à 7 jours par an, là, on est à 26 jours par an, et là, on est à 50 jours par an. Donc, à un moment, on se dit, mais c'est pas possible. En fait, c'est pas possible. On ne peut pas signer. On ne peut pas signer, pourquoi? Parce que ce qu'on prévoit, ce sont de faire certes des activités, mais essentiellement des logements, et donc des logements qui s'inscrivent dans des logiques patrimoniales. Les gens, ils vont économiser, vont acheter leur appart pour pouvoir après le revendre, le léguer, enfin bon, voilà. Donc on ne peut pas... alors, à la rigueur, la plupart des immeubles étaient passés au-dessus, mais tout l'espace public est complètement inondé, donc plus d'accessibilité. Enfin, bon, on peut devenir Venise, mais ce n'est pas vraiment le choix. Donc, problème d'espace public, problème de sécurité, la question des réseaux, enfin bon, etc. Donc, ça devenait complètement injouable. Donc, ça s'est fait très vite, en fait. Ça s'est fait dans le bureau du maire de Caen à l'époque, enfin du président de la communauté de communes, qui était la même personne, Joël Bruno. Et en un quart d'heure, on a dit... alors, au début, sémantiquement, on a dit on met en pause. On a dit on met en pause, et puis on lance une étude sous co-maîtrise d'ouvrage avec l'État pour comprendre en fait le fonctionnement hydraulique de l'ensemble de la basse vallée de l'Orne. Et vous voyez que là, tout à l'heure, on parlait d'échelle spatiale. Ça nous fait repartir de la ZAC pour la réintégrer en fait dans un espace estuarien qu'on avait un peu oublié. Et alors maintenant, on en est où après cette pause-là? Est-ce qu'il y a eu une redirection et dans quel sens et avec quelle finalité? Vous avez la carte à 1,50 m. Hein. L'étude co-maîtrise d'ouvrage hydraulique, on pousse les scénarios jusqu'à 1,70 m. Mais en fait, on sait que ce sera au-dessus même d'1,70 m. Alors, peut-être qu'en 2200. Mais la question, c'est, ils vont déjà tellement, enfin ceux qui seront en 2100 ou 2200 à la tête, ou vivront sur nos territoires, mais peut-être pas nous, en tout cas pas moi, ça c'est sûr, on ne peut pas leur laisser plus. On ne peut pas leur laisser plus d'enjeux et plus de problèmes que ce qu'il y aura déjà à gérer. Parce qu'en fait, vous voyez, mais enfin, ici, ça déborde, hein.
Ça, c'est tout le quartier de la reconstruction à Caen. En fait, à 1,50 m, ça y est, on rentre dans Caen. Donc, on aura aussi cet enjeu-là à avoir. Donc, puisqu'on a cet enjeu-là, autant ne pas en surajouter et voir comment on peut traiter ça différemment. Donc, on a pris la décision d'arrêter. Et effectivement, alors, on avance en fait sur deux jambes. Il y a déjà, depuis plusieurs années, des opérations qui sont faites ici avec le Conservatoire du Littoral pour faire de l'acquisition de terre, pour refaire des zones d'expansion, en fait, non pas des crues, mais en tout cas de la mer. Donc, on a des grosses opérations de renaturation et des solutions fondées sur la nature qui ont lieu sur l'embouchure. Et donc, à partir de la décision, en fait, on s'est dit, il faut qu'on ait une réflexion globale sur l'ensemble de l'estuaire de la basse vallée de l'Orne, y compris d'ailleurs descendant un petit peu au sud. Ça, c'est un changement d'échelle spatiale. Et puis, il faut qu'on ait un changement d'échelle aussi de temporalité, parce qu'on sait quand même qu'en fait, d'ici jusqu'à 2000... Allez, c'est compliqué, hein, mais 2060-2070, on peut faire encore des choses. Donc, il faut peut-être penser urbanisme transitoire, des choses qui soient réversibles, des choses qui ne s'inscrivent pas en logique patrimoniale. Donc penser autrement, imaginer un autre projet, parce qu'on est quand même partout, mais je reviens à Nolzac, sur un espace qui est un espace qui est libre, qui est un espace qui est bien situé, et on a des besoins sur le territoire. On a des besoins quand même de logements étudiants, on a des besoins de logements de jeunes actifs, on a un certain nombre de besoins. Donc on va réfléchir à deux échelles, on va réfléchir à l'échelle de la ZAC, et puis, on va réfléchir à l'échelle de la basse vallée de l'Orne. Sur l'échelle de la ZAC, on a donc demandé à un cabinet Phytolab qui est à Nantes de réfléchir tout de suite. Ce qu'on a voulu, c'est en fait quand même réaménager la partie que vous voyez évidemment qui est en vert, qui sont la partie des quais, parce que voilà, et puis en plus vous savez que cette année on fête le millénaire de Caen, vous êtes le bienvenu d'ailleurs au week-end maritime d'ici 15 jours sur Caen, mais il va y avoir des événements, il y a des choses à faire, et on voulait surtout que ce lieu soit requalifié. C'est un lieu où s'exercent aussi des activités plutôt illégales, de différents ordres aujourd'hui. Donc voilà, il faut modifier un petit peu les choses et que ça devienne déjà dans un premier temps un lieu de destination où les habitants peuvent venir, revenir et qui contribuent aussi dans ces bénéfices écologiques on est à peu près 7 hectares de végétalisation, 700 arbres plantés, enfin voilà, on change un peu la physionomie des choses et ce projet de réaménagement a été fait uniquement avec des matériaux de réemploi. Voilà, qu'on avait par la démolition du marché de gros, par des trucs qu'on avait en stock. Et en fait, on a tout refait, même les bancs sont faits, en fait, puisqu'on a plein de rails, sont faits avec des éléments de la SNCF. Et là, vous allez voir que le projet, là on est en 2025, en 2030, on continue en fait à la fois les aménagements, mais on imagine un peu de programmation qui peut tenir dans ces modèles économiques et juridiques sur 30-40 ans. Et donc, évidemment, on pense à quoi ? Parce que j'évoquais tout à l'heure, le logement étudiant, parce que le logement étudiant, c'est pas patrimonial, donc il faut trouver un opérateur qui trouve son retour d'investissement sur une trentaine ou quarantaine d'années. On peut faire du logement pour jeunes travailleurs, mais en tout cas, pas du logement qu'on vend. Nous, on garde toujours la propriété foncière, évidemment, en tant que maître d'ouvrage et que collectivité. Et puis, soit on fait des formules juridiques qui vont bien. On peut faire de l'hôtellerie, on peut faire un certain nombre, en tout cas, de choses. Ce n'est pas encore complètement défini, on y réfléchit. 2050, on commence en fait ici déjà à renforcer certaines protections. Et puis, on a ici plein de bâtis qui, avant, devaient devenir des immeubles, et bien qu'on commence en fait à déconstruire. Et pour pouvoir en fait aller vers un grand parc urbain qui sera peut-être un parc urbain inondable, qui sera sûrement inondé, mais peut-être qu'il restera pendant une période un parc inondable, donc pas tout le temps inondé. C'est ce sur quoi on est en train de travailler en ce moment. Alors vous aviez en fait sur la gauche ici, à chaque fois, le petit gradient qui marquait l'évolution du niveau de la mer. Et puis, là c'est un petit clin d'œil à nos amis des agences d'urbanisme, on les a cités tout à l'heure, parce qu'en fait, vous savez que chaque année, la Fédération nationale des agents d'urbanisme organise, dans le cadre de son club PUP, alors c'est les paysagistes et les urbanistes, hein, je m'adresse à
Voilà. Bon, ils choisissent un site en France et cette année, ils sont venus en fait à Caen travailler comme une espèce d'hackathon pendant 3 jours sur l'ensemble en fait de la presqu'île. Et voilà, ils ont produit donc un certain nombre de choses. Je rentre pas dans le détail, mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on est dans l'opérationnel sur l'embouchure, on est dans l'opérationnel sur la ZAC, mais en même temps, il faut qu'on ait cette vision globale sur l'ensemble de l'estuaire de la basse vallée de l'Orne. On aura les résultats de l'étude hydraulique qu'assez tardivement, c'est-à-dire dans 2-3 ans, parce qu'en fait, on n'a pas du tout les données bathymétriques du fond de l'Orne. Et ça, c'est un vrai souci si on veut comprendre les dynamiques et pouvoir modéliser les choses après. Et là, on est en train de travailler avec l'État pour discuter sur le fait de mettre en place un projet partenarial d'aménagement, un PPA. Peut-être que certaines ou certains d'entre vous connaissent cette nouvelle formule, mais vous avez souvent les liens avec les process d'État, en fait, tout à l'heure, enfin, portés par l'État. Et ça serait le premier PPA estuarien de France. Voilà, puisqu'on le ferait vraiment à l'échelle de l'estuaire. Voilà, donc juste pour dire que c'est bien compliqué. C'est très enthousiasmant, mais c'est compliqué et surtout, juste je conclurai là-dessus, cette difficulté pour nous, élus, à être aujourd'hui, quand on est sur des territoires exposés, dans des cadres de réflexion, mais de décision politique et d'action publique, où nous sommes bercés en fait par l'incertitude et par des choses qui bougent. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un environnement stable où les trucs, ça ne bouge plus. C'est-à-dire, certes, la société peut bouger, mais le physique, le géophysique, ça ne bouge pas. Ben, maintenant, ça bouge. Et donc, comment penser les projets demain avec ce changement en fait en continu? C'est tout le challenge auquel on est tous confrontés et la solution ne viendra que du collectif, ça j'en suis persuadé, et pas juste de quelques acteurs dans leur coin. Merci. Et un grand merci donc à ces deux, études de cas et tout à fait complémentaires par rapport à ce qu'on a vu ce matin. La parole est à la salle pour, alors je vois une main, on va en prendre peut-être plusieurs. 1, 2, 3. Allez, 3 réactions. Et je vous laisse vous présenter. Bonjour, Fabrice Peignet, Métropole du Grand Paris. Je voudrais réagir sur la présentation de Daniel. Est-ce que dire qu'il n'y a pas de grands projets urbains dans le Grand Paris, c'est pas occulter ce qu'on a dit tout à l'heure sur les exemples des communautés urbaines, métropoles, qui fonctionnaient en coopération depuis des décennies, avec des leaders qui étaient maires puis présidents de leur agglomération, qui ont eu du temps pour projeter des projets d'envergure. Dans le Grand Paris, il n'y a pas quelque chose d'équivalent. Parce qu'il y a une chose qui est assez frappante, c'est, comme à Marseille, une très grande faiblesse de l'intercommunalité. Le fait intercommunal est fortement, enfin on adhère peu dans ces deux grandes villes, à la coopération d'ailleurs qui fonctionne plutôt très bien ailleurs. À Paris, ou beaucoup mieux. ou beaucoup mieux ailleurs. La preuve, justement, ces grands projets urbains qui ont été menés, parfois de façon transpartisane, enfin souvent de façon transpartisane. À Paris, les choses sont très différentes, sachant qu'on pourrait ajouter, enfin parce que on le sait, la métropole du Grand Paris s'est constituée à partir d'une frontière qui peut être discutée, qui aujourd'hui fait 7 millions d'habitants et qui, sur le grand projet urbain, peut aussi poser question. C'est-à-dire que quand on fait 7 millions d'habitants, il y a des grandes ZAC et des OIN importantes sur le Grand Paris. 250 hectares pour les ardoirs à Vitry, c'est considérable. Mais effectivement, il n'y a pas de cohérence générale parce qu'il n'y a pas eu, et puis la métropole du Grand Paris n'existe que depuis 10 ans, il n'y a pas eu ce qui a pu exister dans les autres agglomérations. Enfin, je pense que c'est un vrai sujet, sachant que cette métropole qui se constitue, elle a fait, en 10 ans, à partir d'une feuille blanche, elle n'a récupéré aucun effectif, elle a fait des avancées sur un premier SCOT, sur un premier plan climat-énergie, sur les ZFE, sur des premières collaborations entre un espace de 130 communes et 7 millions d'habitants, ce qui est une première étape. Alors, effectivement, ça ne fait pas un projet urbain équivalent à ceux des anciennes communautés urbaines actuellement métropole, mais c'est un premier pas vers quelque chose peut-être qui plus tard prendra la forme d'un grand projet urbain. Réaction, Daniel? Tout de suite ou... Oui,
je pense que ce que rappelle Fabrice, c'est qu'en effet, j'ai volontairement fait l'impasse sur le fait qu'il y a au-delà de ce que je disais aussi sur le pavillonnaire, la plus grande mutation sur le pavillonnaire, il y a aussi des grands projets urbains qui pourraient être comparables quand on voit la taille, ce que tu disais sur Caen, etc. On est dans ces ordres de grandeur. Jean-Louis rappelait quand même sur Paris intramuros, quoi. Paris rive gauche, ce qui s'est passé sur Pleine Cause, ce qui se passe en effet sur les Ardoines, etc. On a toute une série de projets urbains d'envergure, on peut dire comme ça. Simplement, ce qui fait défaut, et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais je trouve que c'était intéressant dans la fin de la table ronde précédente, c'est cette espèce de dialectique entre vision métropolitaine et grands projets urbains. Et je pense que ce qui n'a pas réussi à se fabriquer sur le Grand Paris, c'est ça. Et ce qui est derrière mes trois séquences, c'est en fait non seulement l'introuvable grand projet urbain, mais l'incertitude ou l'hésitation, en tout cas, sur c'est quoi la vision métropolitaine. C'est-à-dire qu'il y a eu différentes façons de penser la vision métropolitaine. C'est clair que la vision métropolitaine, Christian Blanc, cluster, etc., elle n'a pas été partagée. Et qu'à l'inverse, ce qui s'est fabriqué au moment de la négociation de la loi, la vision métropolitaine rééquilibrante, si je puis dire, sur la Seine-Saint-Denis, etc., elle n'était pas non plus complètement fédératrice, quoi. Et donc, du coup, on n'a pas cette dialectique qui était bien posée dans la précédente table ronde. Merci. Merci, bonjour. Laurent Devim, référent scientifique, POPSU Nantes. Une question pour Caen plutôt, et peut-être une question un peu hors champ par rapport à ce que vous présentiez, non pas une critique de cette trajectoire de l'abandon et du renoncement, mais je me demandais s'il avait été question à un moment donné, dans cette décision, ou un petit peu avant, de transférer cette énergie édificatrice, qui était celle du projet qui n'aura pas lieu, sur d'autres territoires à proximité immédiate. Et je pense évidemment à Hérouville-Saint-Clair, zone urbanisée par priorité, quasi-ville nouvelle, François Ginde, groupe d'action municipale, atelier populaire d'urbanisme. Est-ce qu'à un moment donné, ça fait un peu le lien avec ce qu'on disait ce matin sur le rapport au quartier populaire, ou etc. Est-ce que finalement, c'était pas quelque chose qui pouvait se jouer dans cet ordre-là? Merci. Alors, la démarche, elle nous a enseigné un certain nombre de choses. Elle nous a permis aussi de prendre conscience, de nous acculturer, voilà, de réfléchir en tout cas aux formes urbaines, aux quartiers de demain. Et on a, alors pour la ville de Caen, on a en fait une autre ZAC qui est en cours, qui s'appelle la ZAC Montcoco, qui est en face du CHU, qui est cette grande tour qu'on voit à bord des bateaux, enfin des bateaux quand on est sur la mer. Et voilà, et qui va d'ailleurs être la ZAC et le quartier le plus dense de Caen, parce qu'on peut faire de la densité. Puis évidemment, quelque part quand même, il y avait 2300 logements. Donc ces 2300 logements, ils répondaient à des besoins, ils répondaient à une trajectoire de production de logements. Donc en fait, c'est réintroduit à certains moments en densité, un peu dans le diffus et sur d'autres lieux. Sur Hérouville, alors je connais bien Hérouville, j'ai été élu, j'y ai vécu, j'ai été au cabinet de François Ginde, donc voilà, je connais vraiment très bien. Pensez pour lui d'ailleurs. Hérouville a un projet d'une autre ZAC qui n'était pas, elle, intercommunale, qui est communale sur la presqu'île, qui s'appelle la ZAC de l'Archipel. Et il continue. On n'est pas sur la même topographie, c'est-à-dire qu'ils sont 6 à 7 mètres au-dessus. Donc ça joue. Mais néanmoins, se pose quand même la question je le dis un peu moins quand je suis chez moi, hein, mais j'en profite, je suis à Paris. Donc, quel sera le devenir quand même de cette ZAC communale dans le demain de l'estuaire de la vallée de l'Orne? Vous voyez, par rapport au projet d'aménagement qu'on aura, projet d'aménagement ou stratégie de résilience globale, en fait, voilà, est-ce que ça ne va pas venir à un moment en conflit ou en contradiction? Après, sur Hérouville, alors son successeur a continué, mais l'interco, en tout cas, intervient assez peu. Voilà, c'est vraiment municipal, d'où d'ailleurs le fait que la ZAC soit municipale. Oui, merci. Xavier Desjardins. J'avais un peu dans la continuité de ce que disait Laurent Devim,
on fait le lien entre projet et stratégie, et c'est vrai qu'à Caen, ça fait longtemps, mais ça fait même très 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 longtemps qu'on pense au redéveloppement de la presqu'île et puis on abandonne. Et donc aujourd'hui, comment ça, je dirais, ça transforme le projet d'agglomération plus globalement? Comment on... Parce que Ouais, c'était vraiment alors, la pièce maîtresse, alors pas tellement d'ailleurs en nombre de logements, même si c'est nombreux, mais en symbolique, extension ouais, tout du à centre, fait, etc. ouais. C'était vraiment un peu comme l'île de Nantes, quoi. Ça donnait son sens au projet Ouais, métropolitain. Donc ouais. comment on fait après? Alors, en fait, peut-être en profiter pour dire que si la décision de renoncement et de redirection a pu être prise, c'est parce que quelque temps avant, en fait, en 2020, juste après les dernières élections municipales, on s'est engagé dans l'élaboration d'un projet de territoire. C'était le premier projet de territoire de l'intercommunalité. Ça renvoie aux échanges ce matin entre projet urbain, projet de territoire, stratégie territoriale. On s'est doté d'un projet de territoire qui n'a pas suffisamment tagué l'estuaire, mais qui en revanche disait mais on oublie un peu notre maritimité, donc il fallait qu'on la retrouve. Et dans ce projet de territoire, on avait inscrit des nouveaux modes d'aménagement pour essayer de ralentir très fortement l'extension urbaine, la périurbanisation, etc. Je vous passe voilà, la prise en compte des transitions. On a puisqu'on est dans un POPSUP, donc si j'ai bien compris, avec un jeu d'acteurs-chercheurs, on a en Normandie une instance, une structure qui est extrêmement intéressante, qui est le GIEC normand, qui est fait d'universitaires de Rouen et de Caen, essentiellement au début plutôt des géographes, hydrologues, etc. Et maintenant qui s'est ouvert d'ailleurs à d'autres sciences, c'est-à-dire on a des sociologues, on a des juristes, on a des économistes, et qui quelque part territorialisent en fait un peu les données du GIEC international sur le territoire. Et ils nous ont beaucoup apporté dans le cadre du projet de territoire, et c'est d'ailleurs, on a discuté avec eux au moment, juste avant de prendre la décision. Enfin, ils nous ont dit, attendez, rêvez pas, enfin, ça va continuer, ça va aller bien au-delà d'1 mètre. Voilà. Bon. OK. Alors, ça a fait changer une chose. En même temps, on commençait à élaborer notre plan local d'urbanisme intercommunal, habitat et mobilité. On fait un PLUI intégré à l'échelle communautaire, donc intégrant le PLH et la mobilité. Dans le projet de territoire, on était à un objectif de population à l'horizon 2040 de 300 000 habitants. Et dans le PLUHM, au moment d'élaborer le PADD, en fait, on est redescendu à 290 000. Vous me direz, c'est pas beaucoup, 10 000 de moins, mais c'est pas rien quand même à notre échelle. C'est-à-dire c'est une décroissance de la croissance. Voilà, je peux me permettre cette expression-là. Pourquoi ? Mais parce que ça nous a en fait alertés, parce qu'on a des questions de ressources en eau, parce qu'il y a l'attachement à un cadre de vie, et parce que quelque part, on se dit en fait que par cette presqu'île, on va pouvoir réfléchir quelque chose, alors pour la ville de Caen, mais plus largement à l'échelle de l'estuaire, à des espaces qui vont pouvoir quand même nous apporter des bénéfices écologiques qui contribueront à un tout petit truc aux limites planétaires, mais localement c'est pas neutre. On réfléchit, on travaille beaucoup sur la question des îlots de chaleur avec des géographes, etc. Donc ça nous fait regarder les choses autrement en fait. Voilà, ça nous fait regarder les choses différemment, mais pas encore suffisamment. Oui, je voudrais juste intervenir après l'intervention de Daniel Béard, et ça m'amènera à vous poser aussi une question. Je trouve que tu as été bien sévère sur Paris-Saclay. Bon, la critique est aisée, et il y a du vrai dans ce que tu as dit, mais il faut bien voir que si la programmation de logement et la mixité de Saclay est si faible, c'est que les élus locaux n'ont pas voulu. J'ai travaillé avec Pierre Vels au tout début de cette affaire. J'ai fait la médiation entre les élus et l'établissement public, que ce soit à GIF, que ce soit à Palaiseau et à Orsay. Les élus ne voulaient pas de logements familiaux sur le plateau. Enfin, ils se battent. Alors après, il y a une erreur, mais qui est commune à beaucoup notamment chez les établissements publics de l'État, à beaucoup de grands projets dans la manière de les conduire, c'est qu'il y a eu aussi, mais poussé aussi par les élus, là, beaucoup de très gros macro-lots.
On donne 100 000 mètres carrés au même promoteur. C'est le cas Euromed. Alors 100 000, c'est comme... Bon, on sort de la logique de l'aménagement. Parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler ce matin, mais c'est que le rapport entre les acteurs publics et les acteurs privés, pendant toute la période dont on parle, s'est inversé. Alors, je n'ai pas le temps où j'étais trop bavard sur d'autres sujets. Mais voilà, donc je voudrais souligner ça. Et je voudrais dire quand même, à l'avantage de Paris-Saclay, c'est que bon, ça a été un des premiers grands projets qui a bénéficié des études de définition, de la manière de concevoir pour concevoir les projets et de l'application des accords cadres de maîtrise d'œuvre urbaine de long terme. Ça, c'est une innovation importante apportée par les grands projets. Il y en aurait d'autres, mais je vais prévu d'en parler. Et ça a amené qu'un paysagiste soit mandataire. Bon, et tu n'as pas du tout parlé de ça, mais je pense que il y avait la question du plateau agricole à défendre. Et aujourd'hui, le paysage, il met 10 ans, 15 ans, 20 ans à se faire. La conception de la lisière, la conception, le maintien de la forêt est très importante. Bon, alors il y a des erreurs d'échelle, d'espace public, etc. Mais je pense qu'on retrouve là un des faits marquants des projets à partir de 2010. À partir de 2010, très souvent, les paysagistes vont devenir mandataires des équipes de maîtrise d'œuvre, ce qui change beaucoup de choses. C'est le cas d'Alexandre Chemetov, de terre à Strasbourg. C'est le cas évidemment de Michel Desvilles. Donc on pourrait en citer beaucoup. Donc c'est je pense, un changement. Et ça m'amènera à vous poser la question, parce que est-ce qu'après MVRDV, qui est quand même... Parce que ce matin, j'ai cité la progression des idées. Je me suis arrêté avant MVRDV, qui est un sous-produit c'est pas négatif, ça va être coulasse, mais avant Big, parce que là, on arrive au massacre de l'île de Seguin par Big. Bon, je l'aurais dit, Bernard. Donc MVRDV, est-ce qu'il est remplacé par un paysagiste ou j'ai compris qu'il y avait une nouvelle réflexion. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de parcs, donc finalement, MVRDV... Alors, sur la ZAC, pour la partie requalification de l'espace et un peu projection, c'est-à-dire les derniers slides que je vous ai passés, c'est un cabinet effectivement paysagiste qui est Phytolab à Nantes. Phytolab, oui. Voilà, Phytolab. Alors... Voilà. Et ce qu'on fera, c'est que, on prévoit, et via le PPA, de mener effectivement une réflexion d'aménagement, peut-être au travers de la réflexion d'un plan guide, sur l'ensemble de l'estuaire de la basse vallée de l'Orne. Là, je ne sais pas, j'aurai forcément un groupement qui répondra et où on y trouvera et paysagistes et urbanistes et autres compétences nécessaires pour réfléchir dans toutes les dimensions en fait qu'appelle cet espace, quoi. Je voudrais revenir sur le Grand Paris. Donc je suis d'accord avec le constat dramatique que Daniel a adressé, mais il faudrait ajouter, je pense qu'il y a un problème d'échelle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer. Moi, j'ai travaillé sur toutes les métropoles régionales, il y a un grand projet urbain, et toutes les forces, en plus, souvent dans la ville-centre. Et donc, toutes les forces économiques, politiques sont centrées sur l'émergence de ce projet. En plus, souvent, le maire de la ville-centre est en même temps président de la communauté urbaine ou autre chose. Donc, il y a une forme de cohérence, de cohésion. En région parisienne, on a la concurrence entre une dizaine de grands projets. Enfin, toutes les intercos, les villes nouvelles, tout le monde porte quelque chose. Et il n'y a aucun endroit pour arbitrer. Et par ailleurs, il faut ajouter dans la situation, c'est qu'il y a un refus politique largement partagé sur l'idée d'une métropole qui serait autre chose qu'une collection de territoires en concurrence. Donc, et par ailleurs, le retrait de l'État. C'est-à-dire que, certes, il a porté le grand métro, heureusement, il y a le Grand Paris Aménagement, mais il ne sait plus mêler les autres choses. Et donc, je pense que la situation dans laquelle on se trouve, elle est la conjonction de tous ces éléments. C'est-à-dire, quand même, du point de vue technique, politique, quelque chose qui est complètement inédit
est incomparable par rapport à tout ce qu'on peut trouver dans la métropole régionale. Donc il y a aussi une difficulté à imaginer, à manager tout ça. Et puis sur un fond complètement paradoxal, où partout ailleurs c'est la ville-centre qui porte l'intercommunalité et la construction d'une métropole, à Paris depuis 2014, la ville-centre s'en est désintéressée pour pas dire plus. Donc du coup il n'y a aucun moteur pour porter un éventuel projet métropolitain. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je pense que c'est le dire, c'est que les deux. Je passe la séquence à IGP. Je crois qu'elle ne marche pas. Tiens, celui-là, il marche. C'est ce que j'ai essayé de dire dans mes intitulés là, de séquence. La séquence à IGP, c'est finalement la même chose que les grands projets en province, en région. On est sur une forme de localisation de grands projets dont on va penser qu'il va incarner la totalité et qu'en même temps, ça ne marche pas. Enfin, je veux dire, on voit bien, par exemple, le dernier Central Park à la Courneuve, c'est ce modèle-là. Et dont on voit bien que, comme tu dis, qu'il n'est pas à l'échelle. Ce que je trouve plus intéressant et qui, pour moi, mériterait réflexion, discussion ici, parce que d'une certaine manière, il était porteur d'une nouvelle perspective à l'échelle des grandes villes-mondes en termes de grands projets urbains. Ce sont les deux autres séquences. L'idée que c'est la grappe de cluster, si je puis dire, la grappe de grappe, quoi, qui va faire projet métropolitain. Et deuxièmement, encore plus intéressant, c'est le système métro, quoi. C'est-à-dire, on va penser le métro comme un levier du grand projet urbain d'échelle métropolitaine. C'est-à-dire là, on avait deux hypothèses qui étaient, entre guillemets, à la bonne échelle pour penser le projet urbain, enfin, l'imaginaire autour du projet urbain, mais dans une dimension à l'échelle d'une région métropolitaine de 12 millions d'habitants. Dans les deux cas, ça n'a pas fonctionné. Je trouve que c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que, alors là, on se rabat sur des explications de type gouvernance, quoi. C'est le cluster, la grappe des clusters, c'était complètement, enfin, pas du tout porté par les acteurs métropolitains. C'était une vision vraiment pour la France de Christian Blanc, de retour des métropoles asiatiques, quoi. On a bien vu que personne n'a repris ce modèle-là, quoi. Et donc, c'était en ça que je discutais du projet de Saclay. C'est pas ce que tu dis, enfin, Jean-Louis, je partage aussi sur la séquence paysage, etc. Bon, et deuxièmement, ce qui est quand même, pour moi, encore pas complètement une énigme, mais enfin, mérite discussion, c'est la fonction, le levier de l'infrastructure de transport. Je trouve que, parce que ça, c'est à la fois d'échelle grande métropole et en même temps, ça pose question sur d'autres métropoles régionales. C'est-à-dire que cette idée qu'on peut, autour de l'infrastructure de transport, penser autrement la question de l'aménagement, c'est-à-dire en fait faire le jeu des échelles, était quand même une idée assez séduisante, quoi, dans le métro du Grand Paris. Donc, enfin, je sais pas, voilà, moi je dis ça, d'une certaine manière, ça n'a pas marché pour des raisons. Enfin, mes explications sont des explications, et je le reconnais, totalement conjoncturelles. C'est-à-dire qu'en réalité, on a d'une certaine manière sous-estimé la fonction de connexité du métro. C'est-à-dire qu'on a pensé le métro comme outil d'aménagement à partir des gares. Or, en réalité, comme les gares du métro du Grand Paris étaient des gares déjà là, qui avaient déjà une fonction de mise en accessibilité, en fait, les transformations ne se sont pas passées à partir des gares. Et on voit bien qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le président de la Société du Grand Paris dit « Mais finalement, les gares, c'est la dernière chose qui va se faire. » Alors qu'on pensait que les gares, c'était... Enfin, on a imaginé le projet d'aménagement du métro en partant des gares. Donc... Pas les 68, enfin, mais la plupart, les trois quarts des gares existent déjà. Donc elles changent d'intensité, de niveau de mise en connexion, mais on voit bien que du coup, le marché, si je puis dire, s'est saisi, le marché, c'est-à-dire les gens et les promoteurs, les deux, s'est saisi du métro du Grand Paris pour penser en fait la transformation diffuse de la métropole et pas la transformation par les quartiers de gare. Donc il y a là, il me semble, un facteur explicatif, mais qui est intrinsèque au projet de métro, donc qui n'est pas générique, quoi. Voilà. Donc est-ce qu'il y a un débat générique autour du fait de parier sur l'infrastructure de transport pour penser la transformation d'un système métropolitain? Enfin, moi, je trouve que c'est une question qui reste ouverte pour moi. Hélène Dangu, je fais partie du programme POPSU Grand Paris.
Dans la continuité de la discussion, j'avais envie de te poser une question, Daniel, un peu provocatrice, mais bon, ça n'a pas marché, c'est en tout cas le constat que tu fais et l'analyse que tu fais. Mais je me demandais, au vu de la discussion d'aujourd'hui, est-ce que c'était si grave, en fait est-ce que si grave, cette impossibilité de grands projets urbains? Parce que, alors moi je défendrais le fait que le Grand Paris, il existe, dans les faits, dans les usages, il se consolide d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas à travers un grand projet urbain synthétique, mais voilà, je pense que le nier, ce serait une erreur. Et finalement, est-ce que c'est pas un autre modèle de penser qu'il y a une pluralité de projets urbains qui sont quand même emblématiques, on en a cité un certain nombre, et qui structurent finalement d'une manière ou d'une autre la construction et la consolidation de ce Grand Paris. Et, il me semble que derrière la question que je pose là, c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas redit, mais je pense que le grand projet urbain, il avait aussi cette fonction de récit métropolitain. On n'en a pas beaucoup reparlé, mais c'était très, très présent en tout cas dans les discussions autour du projet urbain des années 2000, des années 2000. Et la question qui était posée derrière, c'est qui est l'auteur de ce récit et qui est le pilote? Y a-t-il un pilote dans l'avion dans le Grand Paris? Alors, et quel est l'horizon? Et je me demande, alors peut-être que ça viendra, c'était une suggestion tout à l'heure qui était faite par la métropole du Grand Paris. Mais déjà à l'usage, on peut voir une construction et que ça va se consolider. Et peut-être que la réponse, elle n'est pas tant sous le registre du projet urbain, qui est peut-être derrière nous, dans sa manière en tout cas de le présenter dans les années 2000, et plutôt du côté de la planification, un renouvellement de la manière dont on conçoit les outils de planification, leur registre, et le récit qu'ils portent et leur partage. Donc voilà, peut-être que c'est le futur du projet urbain, c'est un renouveau de la planification, c'est ce que je propose. On va prendre les toutes dernières questions de manière groupée. Merci Brigitte Guicou, Institut Paris Région. En fait, je voulais aller dans le même sens qu'Hélène. Je me souviens d'une des journées du Grand Paris. C'était « Et pourtant, elle tourne » ou « il tourne », je ne sais plus. Mais effectivement, quand on va sur le terrain, en Seine-Saint-Denis par exemple à la Courneuve ou ailleurs, on voit bien il se passe énormément de choses. Moi, je t'ai trouvé un peu sévère en disant que sur Plenco, la seule ambition, c'était le back-office hôtelier. Je pense qu'il y a quand même des ambitions un peu plus importantes. Est-ce que c'est si grave dans la mesure où il se passe plein de choses? Effectivement, il y a un manque de cohérence. Alors, renouvellement des outils de la planif, oui. On n'a pas du tout... Il y a plein de mots qui n'ont pas été utilisés. Paris, et ça a été dit, le schéma directeur de la région Île-de-France qui va être approuvé très bientôt. Est-ce que, voilà, qui a quand même un peu cet objectif de mise en cohérence, mise en cohésion. On n'a pas non plus du tout parlé d'acteurs qui pourtant se situent à cette échelle et qui ont des leviers d'action, la région au travers de l'Île-de-France Mobilité, des leviers financiers aussi. Voilà. Et puis, donc, est-ce que c'est si grave et qu'est-ce qu'on pourrait... vers où on pourrait aller et ça serait quoi la piste éventuelle? Et puis, j'avais une autre remarque, ce qui m'a frappée sur l'Île-de-France par rapport aux autres métropoles et à Caen, c'est l'absence de la dimension géographique ou géophysique. C'est vrai que l'Île-de-France, c'est assez peu immédiatement géographique. Il y a un petit fleuve, la Seine, et pourtant, quand on regarde ou qu'on écoute ce que la géographie nous dit, ou la géophysique, elle nous dit changement climatique avec un scénario Paris 2050. Elle nous dit ce que disent les scientifiques autour du métabolisme urbain et des difficultés de brancher une métropole de 12 millions d'habitants sur la Seine. Attention, il y a des impasses physiques, l'azote, enfin plein de choses. Et ça, comment on peut le porter? C'est quand même assez absent. Sans tomber dans le débat pour ou contre la métropole, ce n'est pas la question, la métropolisation, mais il y a quand même des problèmes de densité, il y a quand même des problèmes de taille démographique, de dynamique. Bon, bref, comment on pourrait... voilà, qu'est-ce que vous auriez à dire sur cette question? Et la dernière question. Oui, je m'inscris dans la continuité des deux questions précédentes, des deux remarques ou interventions précédentes, parce qu'en fait, c'est un débat, en fait, c'est pas simplement des questions, c'est un débat collectif.
D'une part, il y a la question des temporalités. On ne peut pas dire, enfin, je veux dire, les lignes de métro, elles commencent seulement à être ouvertes. Donc, si tu veux, l'histoire ne fait que commencer. Et pour avoir, je le dis souvent, être venu à Romainville en 1957 parce que le métro du Grand Paris devait arriver avec la ligne 11, je vois à quel point les questions de temporalité sont importantes. Bon, enfin, je ne veux pas faire de la pub pour certains ouvrages récents qui sont sortis, mais bon, je ne citerai pas le nôtre, mais je citerai au moins la revue Hérodote pour dire une chose. La question du Grand Paris, c'est une question géopolitique nationale qui dure depuis très longtemps. Donc c'est une question nationale et politique d'abord, enfin à mon avis. La deuxième chose, c'est que c'est pas qu'il ne s'est rien passé, c'est rien ne s'est passé comme prévu. Et c'est plutôt ça qu'il faut essayer d'analyser, à mon avis, en relation avec le fait que la conjoncture nationale et internationale est complètement différente de ce qu'elle était lorsque ce projet a été lancé. Non, mais c'est fondamental. C'est-à-dire, comment ne pas mettre en relation les 5 millions, voire 10, 15 millions de bureaux vacants aujourd'hui dans la métropole du Grand Paris et la crise du logement. Enfin, il y a un lien évident qui est lié à une période. Enfin, je ne donne que cet exemple. Bon, donc en fait, la question est assez compliquée. Moi, j'y vois deux obstacles, mais qui sont, eux, vraiment d'ordre politique. Le premier, c'est la fiscalité des villes. C'est-à-dire que la façon... Pourquoi les maires se replient sur le localisme municipal? Parce que dans le cadre des ressources qu'ils ont, ben, ils réfléchissent comme ils peuvent. Donc quand tu fais la ligne 11 qui se termine à Aulnay, je crois, à Rosny, la ligne 11, le maire ne veut pas de logement. Enfin, c'est quand même ces questions-là qu'il faut discuter. Donc il y a une question, d'une part, je pense, de fiscalité et de péréquation, qui était au cœur, en tout cas, de ce qui était dit dans l'énoncé de la loi, qui là sont des questions politiques. Et ce que disait Mauroy ou Martine Aubry pour la métropole de Lille est encore plus juste pour la métropole du Grand Paris. À mon avis, la métropole du Grand Paris aujourd'hui, c'est pas une question de lisibilité à l'international. Enfin, la question de la métropole du Grand Paris, c'est une question. Le récit, il existe. Il suffit de prendre le RER. On vit tous la métropole. On vit tous la métropole. Le Parisien s'appelle Parisien Grand Paris. Enfin, on peut encore continuer le récit, mais tout le monde a bien compris qu'on vit dans un espace que l'on doit mieux partager. Bon, et donc la question, à mon avis, c'est quelles seraient les priorités dans un contexte à la fois économique, social et d'adaptation au climat, confère l'exposé qui a été fait sur Caen, qui, à mon avis, doit être tout aussi important sur la réflexion du Grand Paris. Quelles sont les priorités et les axes de nouveaux grands projets ou d'une nouvelle réflexion sur l'aménagement d'un territoire comme celui du Grand Paris, qui doivent aujourd'hui prévaloir à la progression d'un mouvement qui est parti. Donc, je pense qu'on en parlera cet après-midi, mais le fait que la question du vivant, la question de la nature, la question du climat sont des incontournables, enfin, on est très nombreux à le penser, à l'aménagement du territoire, c'était pas posé dans ces termes il y a 20 ans, voilà. Merci. Alors, je pense que Daniel n'aura pas le temps d'épuiser toutes les réponses à ce débat, donc voilà, assez rapidement, et puis je vous propose que ça serve aussi de mise de lancement aux discussions pour le repas qui arrivera juste après. Oui, non, je ne vais pas répondre. Je pense qu'en effet, c'est tout ce qu'on dit là, c'est pour cet après-midi. Simplement, moi, je partage complètement l'idée que ça ne s'est pas passé comme prévu, et deux, que en fait, les transformations sont là. C'est-à-dire à la fois le récit et les transformations. Simplement, comme c'est, comment dire, quand même la représentation du grand projet, du Grand Paris, avec, même si les clusters n'ont jamais eu lieu, mais le cluster, le métro, etc., qui est resté, qui a été en fait écrit, la loi, etc., qui a été, même si l'État ne l'a pas vraiment
prolonger, etc. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est pas suffisant. C'est-à-dire, ok, ça se transforme autrement, mais la question d'un récit contemporain se pose. C'est-à-dire que on voit bien que la contestation métropolitaine, le métropole bashing dont on a parlé tout à l'heure, elle se joue particulièrement sur le Grand Paris. Et pourquoi ? Parce que ce qui est resté dans l'imaginaire collectif, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Par quoi, qu'est-ce qui succède à cette représentation autour du grand projet cluster plus métro qui ne fonctionne pas comme... Enfin, ce qui est quand même frappant, c'est qu'un projet de 2010, enfin, l'écart entre... je trouve que rétrospectivement, ça n'a même pas 15 ans, et regardez comme c'est obsolète, quoi, ce que je rappelais tout à l'heure. Bon. Et donc, qu'est-ce qui lui succède ? C'est bien ça la question, quoi. À la fois comme imaginaire collectif et comme mode de faire. Bon. Ok, ça s'est transformé autrement. Ok, il y a un autre récit qui s'est mis en œuvre, mais on est confronté aujourd'hui, il me semble, à la question de qu'est-ce qui succède à ce qui n'a pas fonctionné, si je puis dire. Parfait. Merci à toutes et à tous pour cette séquence-là.